Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour notre 15e épisode d'Eurojour. Alors un épisode qui va être dédié à la victoire de la République tchèque contre les Pays-Bas bien sûr, c'était le match de 18 h et un succès assez convaincant, réussi collectivement. Deuxième match, ce sera le succès de la Belgique contre le Portugal, un match qui a fait beaucoup de bruit pour plein de raisons, qu'on va débriefer dans son ensemble de la manière la plus exhaustive possible d'ici quelques minutes. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera aussi dans quelques heures le match de la France bien sûr contre la Suisse. Si vous êtes suisse, c'est le match de la Nati contre les Bleus avant tout, et puis il y aura 18 h Espagne-Croatie. Tout ça on en dira des mots comme d'habitude demain à 7 h. Donc en attendant, installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode d'Eurojour. Alors c'est une journée qui a commencé donc comme on l'a dit par la victoire de la République tchèque contre les Pays-Bas 2-0, but de l'ouverture du score en seconde période signé Thomas Oles, et le second but de Patrick Schick, un nouveau but de Patrick Schick sur cet Euro. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce match ? Il y a une leçon tactique des Tchèques sans l'ombre d'un doute. Je pense qu'il existe souvent, c'est ce que je veux dire en préambule, c'est qu'il existe souvent la tentation de faire un parallèle entre, on va dire, le sport en général et le foot en particulier, faire un parallèle entre le foot et les échecs pour plein de raisons. Je pense le côté jeu le plus noble ou un des jeux les plus nobles et un des plus anciens de l'histoire de l'humanité pour son aspect, sa dimension tactique, coût calculé, organisation, structure collective, tout ça. Et je pense que là c'est une tentation qui était exacerbée, renforcée par la possibilité de faire un petit jeu de mots. Tout le monde est allé de son petit jeu de mots. Sur Twitter j'ai parlé d'une partie de grand maître, que les Tchèques avaient livré une partie de grand maître. Je pense que c'est, de mon point de vue, si je puis me permettre, un juste reflet de ce qu'on a vu. Effectivement, les Tchèques ont dominé pour plusieurs raisons, mais la première c'est sans doute un marquage individuel très bien exécuté, très bien coordonné. On l'a vu sur tout un tas de séquences, mais peut-être encore plus, on l'a encore mieux vu sur les phases de relance. Bon, peut-être parce que c'est les phases qui se prêtent le mieux à ce marquage individuel. On l'observe de manière statique, facile à voir, mais aussi parce que les caméras, comme ici, le montrent assez bien. Et du coup, les Pays-Bas, verrouillés sur cette phase initiale de relance, ont été condamnés à allonger à plusieurs reprises. Et avec le jeu au pied de Stekelenburg qui finit la partie avec 12 passes réussies sur 37 tentés, un marasme, et de deux, Wout Weghorst qui est resté sur le banc, la tour de contrôle, le point d'appui potentiel, une solution face à ce problème, la solution du jeu en remise de Weghorst, il était resté sur le banc pour ce match. Donc c'était une approche qui était d'emblée condamnée à échouer. Si ton gardien n'a pas un super jeu au pied et que tu n'as pas de tour de contrôle de numéro 9 de point de fixation, ça va être difficile de résister à ce marquage individuel, en tout cas difficile d'y résister par du jeu long. Donc c'est ce qu'on a vu, et les statistiques qui l'illustrent le mieux, au-delà du jeu au pied catastrophique de Stekelenburg, les stats qui l'illustrent le mieux, elles appartiennent sûrement à Georginio Wijnaldum. Alors c'était un des hommes de l'Euro pour l'instant, il y avait 3 buts au compteur, que des matchs énormes à fort volume. Hier, il finit avec 90 minutes jouées, 26 ballons touchés, ce qui n'est pas famélique, c'est absolument désertique pour un joueur de son profil, et pour un joueur dans son rôle aussi, dans le dispositif de Franck de Boer, 26 ballons touchés, pour ton box-to-box 8-10, forcément ça va avoir des conséquences, ça va impacter de manière catastrophique ta production offensive, et c'est même pas peut-être la pire stat, 26 ballons touchés c'est déjà frappant, mais pour Wijnaldum, il y a aussi seulement 10 passes réussies en 90 minutes, alors Opta a calculé historiquement la stat, 10 passes réussies pour un joueur hollandais, c'est le pire total depuis l'Euro 1980. C'est une illustration saillante d'à quel point les Pays-Bas ont été absolument sans ressources face à l'animation défensive des Tchèques, qui ont totalement bloqué l'accès aux zones hautes du terrain, qui ont couvert des distances énormes aussi, qui ont couru véritablement sans compter, qui ont été solides au duel, qui ont trouvé de l'énergie pour résister sans ballon, mais aussi pour bien l'utiliser. Je pense que la personne qui l'illustre le mieux, qui l'exprime le mieux, c'est Thomas Oles, qui fait un match énorme niveau pression et agressivité, niveau interception, tac réussi, toute cette partie du jeu, mais qui finit aussi avec un but et une passe décisive, avec des projections constantes, des dépassements de fonction. Voilà, le match de Thomas Oles, c'est une belle image qui synthétise bien la production tchèque. Alors c'est pas tout à fait une partie d'échec, comme on l'a évoqué, parce qu'une partie d'échec, c'est moins dynamique qu'un match de foot. Un match de foot, c'est comme une partie d'échecs où tu bouges tout le temps autant que tu veux, en gros. Mais c'est un match que les Tchèques ont largement mérité de remporter, ça c'est certain. Ça tourne, c'est vrai, sur une minute énorme, lourde de conséquences, celle où Daniel Malen rate son face-à-face et où De Ligt prend rouge dans la foulée pour une main volontaire, assez logiquement.
Mais même au-delà de ces péripéties, les Pays-Bas n'ont pas mérité d'accéder au quart de finale de la compétition, sortent. C'est une déception qui était quelque part appelée depuis plusieurs semaines, attendue quand on connaît le rapport au pays, l'image au pays de Frank de Boer. Voilà, leurs plus grandes craintes se sont confirmées, et on a vu des Pays-Bas sans ressources tactiquement, ce qui est un peu un comble quand on connaît l'histoire de cette sélection. Pour ma note, j'ai mis 12 sur 20. Il y a cette énorme déception de ne pas voir les Hollandais proposer plus, de ne pas voir les Néerlandais proposer plus. Il y a cette déception de les avoir vus parfaitement cadenassés. Maintenant, le revers de la médaille, et le revers positif de la médaille, c'est cette rencontre parfaitement maîtrisée des Tchèques, un véritable succès tactique, et ça, quand on aime le jeu, c'est aussi quelque chose sur lequel on met le doigt, qui attire l'œil. Ça fait que ça descend pas trop bas. C'était pas le meilleur huitième de finale pour l'instant, mais ça reste correct. Alors voilà en gros pour ce République tchèque, Pays-Bas, assez brièvement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les points qui ont attiré votre intérêt. Mais voilà en gros pour ce premier match. Et on va finir ensuite avec Belgique-Portugal, le match de 21h, la grande rencontre, le premier choc sans doute de ces huitièmes de finale. Et ça a été un choc au sens propre, véritablement. Un match de combat, de duel, d'engagement, de souffrance aussi, sur de longues séquences du match. C'était une rencontre où, avant l'ouverture du score, je pense qu'on peut dire que chaque équipe a eu ses moments. La Belgique un peu statique en possession, c'est vrai, mais qui réussissait à trouver notamment des renversements de jeu intéressants à destination de Thomas Meunier, qui a alterné le bon et le moins bon, qui a alterné les inspirations de type Quaresma et les moments un petit peu plus limités techniquement. Voilà, il a souvent plongé dans la profondeur et offert cette solution dans une zone dans la largeur où on savait que le Portugal était un petit peu vulnérable. Le Portugal l'a mieux défendu que contre l'Allemagne, mais c'était peut-être parmi les meilleurs moments tactiques de la Belgique sur ce premier acte, avant l'ouverture du score. Et de son côté, le Portugal a été un petit peu plus productif, je dirais, avec ses moments de possession. Il y a 7 tirs à 3 pour eux, avant le but, mais avec un petit peu moins de contrôle, et à choisir vraiment sur les 40 premières minutes, avant l'ouverture du score. Je dirais que c'était très équilibré, peut-être la Belgique un poil devant, 55-45, sur l'aspect contrôle. Je pense que c'était un rapport de force qui s'articulait autour de la domination de la possession. Les deux équipes voulaient plus ou moins la possession. On l'a senti sur certaines phases où le Portugal avait l'opportunité de contre-attaquer, et j'ai le souvenir d'une séquence en particulier où Ronaldo décide de plutôt mettre le pied sur le ballon, contrôler. On sentait que les deux équipes cherchaient plutôt à avoir le contrôle du ballon, et comme la Belgique l'a plus eu, comme la Belgique a été un petit peu plus en contrôle, j'aurais tendance à les mettre un poil devant sur ce rapport de force avant l'ouverture du score, mais ça joue à rien. Franchement, c'est peut-être même 51-49, et c'est pas très important parce que tout change avec le but. C'est le moment déterminant du match, c'est le moment décisif à proprement parler, puisque ça se termine à 1-0, mais ça a aussi un impact énorme sur la physionomie de la rencontre, puisque à 1-0, la Belgique accepte de subir davantage, n'ajoutera plus que 2 tentatives à son total du match, plus que 2 tirs pour eux sur les 50 prochaines minutes, alors que sur les 50 prochaines minutes, il y a 16 tentatives pour le Portugal, un 16-2 sur cette période. Du coup, l'impression qu'on a de cette seconde partie du match, et qui correspond grosso modo à la deuxième mi-temps, l'impression qu'on en a, c'est celle d'un assaut constant du but belge. Le Portugal en devient le locataire exclusif du dernier tiers, mais attention, il y a quand même un loyer, il y a quand même un coût à payer, qui est de prendre en compte 2-3 transitions en quasi-égalité numérique, parfois même en supériorité numérique pour la Belgique, qui auraient pu coûter très très cher, beaucoup plus cher, si Romelu Lukaku, si Yannick Ferreira Carrasco avaient été un petit peu plus inspirés, un petit peu plus juste. Alors Lukaku qui fait dans l'absolu un match assez nuancé, on va dire. Il y a des moments très bons, il y a des moments beaucoup moins bons sur la prise d'information, sur la prise de décision, notamment sur ces séquences en particulier. Je pense qu'il était un peu cramé aussi sur la fin de partie. Voilà, ça c'est si on doit faire un point individuel rapide, mais disons que c'était le petit coup à payer pour une domination intense du Portugal sur le but belge. Et du coup la conséquence, vous me direz ce que vous en pensez, je pense qu'on peut être dans plusieurs camps, mais la conséquence c'est qu'un certain nombre de personnes verront dans ce rapport de force dominé par le Portugal une défaite imméritée des Portugais. Ils auraient mérité mieux au vu de leur production, ils devraient être en quart de finale au lieu de la Belgique. Personnellement, je pense pas que je me mets dans ce camp, parce que ce rapport de force qu'ils gagnent, je pense que la Belgique est OK avec l'idée de le perdre. Je pense que la Belgique, à partir du moment où elle ouvre le score, elle est OK avec l'idée de subir davantage. Peut-être pas dans ces proportions. C'est vrai que la sortie de De Bruyne leur fait beaucoup de mal aussi, et ça, ils le subissent totalement. À partir de ce moment-là, ils vont se retrouver dans une posture plus compliquée. Ils vont vraiment beaucoup subir, et ils auraient aimé que ce soit un petit peu moins le cas sans doute. Mais de mon point de vue, il y a un score effect qui est assez fort. Ce score de 1-0, il détermine de manière très forte la physionomie de la rencontre, et si
si c'était resté à 0-0, à égalité plus longtemps, on n'aurait pas vu un déséquilibre d'occasions créées dans ces proportions. Ça, c'est la première chose. C'est la raison pour laquelle je pense que la Belgique mérite plutôt sa qualification. Et la deuxième, c'est que je suis pas sûr qu'on ait vu un Portugal qui mérite tant que ça, parce qu'avec 2/3 du ballon, comme ils l'ont sur les 50 dernières minutes de la partie, 65% de possession à peu près, 2/3 du ballon, un énorme avantage territorial, positionnel. Ils ont produit beaucoup de tirs, certes, mais pas tant de très belles situations que ça. Sur les 23 tirs qu'ils font, il y en a 14 qui sont depuis l'extérieur de la surface, il y a une avalanche de centres aussi. Quelque part, si tu peux faire que ça, si tu peux produire que ça face à un bloc bas, je sais pas à quel point tu mérites de passer au prochain tour. Ça se discute, on peut entendre plusieurs avis sur la question, mais je pense pas qu'on puisse y apporter une réponse franchement catégorique. Vous me direz ce que vous en pensez. Si on veut défendre la qualif belge, je pense qu'on peut aussi apporter l'argument de l'intensité physique plutôt mal maîtrisée des Portugais. Avec un autre arbitre, il est possible par exemple que Palhinha soit exclu, pas seulement sur son tacle mal maîtrisé sur la cheville de De Bruyne, qui est assez dangereux par derrière, mais aussi parce qu'avant il peut prendre jaune sur une situation où l'arbitre laisse l'avantage. Ça n'a pas été le seul à monter un petit peu dans les tours sur le côté physique avec des gestes non maîtrisés, beaucoup d'énervement, donc peut-être que ça compte aussi, et on peut le mettre non pas nécessairement au crédit des Belges, mais au discrédit des Portugais dans une certaine mesure. Donc voilà en gros sur la partie, je dirais que la qualif belge est plutôt méritée, mais ça a été comme prévu un match très tendu, très serré, ça aurait pas été non plus scandale que ça tourne dans l'autre sens. Donc qu'est-ce qu'on en retire comme enseignement, comme leçon pour la suite? On peut essayer de faire une projection par sélection, par pays. Déjà la projection belge, je dirais que le bilan il est assez partagé. Alors d'abord il y a la satisfaction, c'est sûr, d'avoir une victoire à l'arraché, une victoire de force mentale, d'une équipe qui a résisté au choc, comme on l'a dit, aux vagues de la seconde mi-temps. J'ai vu quelques Belges parler d'une victoire à la française, référence bien sûr à la demi-finale de 2018. Moi j'ai plutôt envie de dire que c'est une victoire à la belge parce que ça me rappelle avant tout le côté héroïque et triomphe dans la souffrance du match contre le Brésil en quart de finale. D'ailleurs sur le bilan statistique, c'est beaucoup plus proche. Mais donc voilà, il y a cette satisfaction, sans l'ombre d'un doute, c'est un succès qui se savoure, sauf si on considère ce qu'il a coûté. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça ressemble à une victoire à la Pyrrhus, une victoire dont le coût est très fort, sévère. Il y a les blessures de Kevin De Bruyne et d'Eden Hazard, on verra dans les prochains jours ce que ça donne, mais sur la manière dont ils sont sortis, les chocs qui les ont poussés à sortir, personnellement je suis un peu inquiet, et on va dire subjectivement très déçu aussi. J'adore tellement Kevin De Bruyne, on en a souvent parlé. Si on ne voit plus Kevin De Bruyne sur la fin de tournoi, c'est un mini drame perso, donc ça je voulais en parler. Et sans eux aussi, le visage de la Belgique change du tout au tout, surtout sans Kevin De Bruyne. On l'a vu contre le Danemark sur les 60 premières minutes, on l'a vu à sa sortie hier soir. Mais même Hazard, je ne l'ai pas trouvé mauvais hier, assez précieux pour sortir de la pression, pour tenir le ballon, initier du jeu de combinaison. Alors c'est pas le Hazard des plus grandes années, mais c'est pas celui des pires non plus. Donc son absence va peser, de mon point de vue. Et au-delà des deux, au-delà de ces deux stars, des deux éléments individuels qui ont été parmi les meilleurs contributeurs de la Belgique, on sent que cette rencontre, elle va peser dans les jambes de tout le collectif, de tous les autres joueurs. Objectif récupération sur les prochains jours, si ça c'est une conséquence ou une petite leçon, un truc qu'on tire pour la suite. Pour la Belgique, objectif récupération, objectif être frais, espérer récupérer tes stars pour être en forme avant ce quart de finale qui s'annonce déjà totalement épique contre l'Italie, qu'on a déjà hâte de voir. Donc ça c'est sur les projections par rapport à la Belgique. Sur le Portugal, qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose, dommage pour Cristiano Ronaldo, qui était à 5 buts, qui était bien parti pour être le meilleur buteur de l'Euro, qui faisait somme toute un bon tournoi. Je suis pas certain que ce soit son dernier tournoi international avec le Portugal, mais 36 ans, c'est sans l'ombre d'un doute l'un des derniers, peut-être l'avant-dernier. Donc dommage de le voir sortir aussitôt. Dommage pour Renato Sanchez aussi, qui a encore fait un match extraordinaire, qui est progressivement monté en puissance sur le tournoi. On a la sensation quand même que ce Portugal avait encore plus de choses à nous montrer, et de ce point de vue-là, c'est une déception de les voir sortir aussitôt, mais il fallait bien qu'un des deux cadors sorte. Donc c'est le Portugal. Deuxième leçon qu'on en tire, deuxième projection, c'est que c'est peut-être la fin pour Fernando Santos. Alors il y a peut-être un petit côté ironique de le voir sortir, de voir son aventure portugaise se terminer, si elle se termine effectivement sur une rencontre où tu pousses l'adversaire dans ses derniers retranchements, où tu fais l'assaut de la surface adverse, quand on sait à quel point le Portugal a brillé par le passé,
qualifié grâce à sa solidité défensive et sa capacité, sa force mentale à tenir sur ses physionomies. Il y a une petite ironie. Maintenant, je pense que pour beaucoup de suiveurs de la sélection portugaise, au-delà du respect et des bons souvenirs de l'épopée de 2016 notamment, il y a une certaine satisfaction aussi de se pencher, de se tourner vers un autre lendemain, vers quelqu'un d'autre à la tête du Portugal. Au-delà de la déception de 2018, ce qu'on a vu sur ce tournoi, c'est pas assez de production et de jeu pour le potentiel qu'a le Portugal, pour sa qualité individuelle. On a envie de voir quelque chose qui est moins centré autour des frappes depuis l'extérieur de la surface. C'est de la même manière que le Portugal sort contre l'Uruguay en 2018, avec 2/3 de ses tentatives depuis l'extérieur de la surface, toujours cette avalanche de centre. On a envie de voir du jeu de position mieux travaillé, on a envie de voir une équipe plus performante face au bloc bas, et qui a sans doute les ressources pour le faire aussi. Le Portugal a une sacrée génération, on va pouvoir continuer à briller. Ruben Dias a que 24 ans, Renato Sanchez 23, João Félix 21, il y a tous les jeunes du Sporting, même Bruno Fernandes, finalement que 26, et j'en passe. Voilà, il y a de quoi construire une belle équipe, et il est possible que l'avenir soit plus radieux encore, et plus séduisant d'un point de vue jeu que ce qu'on a vu sous Santos. La note du match, du coup, j'ai mis 14 sur 20, j'ai hésité avec 13 et 15, j'aurais aimé monter un petit peu plus haut, j'ai beaucoup aimé le côté forte intensité physique, le suspense, l'anxiété de la dernière demi-heure, l'assaut sur le but et la résistance belge. Maintenant, j'aurais aimé voir un petit peu plus de jeu des deux côtés, je pense. Ça empêche de monter encore plus haut, mais ça reste un huitième de finale assez séduisant. Je pense qu'il y a une chose qui fait descendre un petit peu la note aussi, c'est l'Estadio La Cartuja. Je crois que c'est le dernier match qu'on jouera dans ce stade sur l'Euro. Peut-être de l'histoire aussi. Non, je rigole, je pense que la sélection espagnole va continuer à y jouer. Mais je l'espère en tout cas parce que franchement, c'est pas un très beau stade. Et ça, c'était assez difficile. Et puis enfin, je voulais boucler cette vidéo avec un petit coup de gueule sur une chose. Ça va pas vraiment vous surprendre, c'est sur la réalisation télé. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais c'est sur un point spécifique. C'est pourquoi est-ce que la réalisation télé ne nous laisse pas le plan large au moment du coup de sifflet final. Pourquoi est-ce que systématiquement on nous prive de l'émotion de l'équipe gagnante qui tombe à genoux, qui implore le ciel? C'est toujours des moments d'une énorme puissance, et pourquoi est-ce qu'on nous prive de ça pour nous faire plutôt un gros plan absurde sur l'entraîneur? C'est très souvent l'entraîneur de l'équipe gagnante qui est toujours dans une réaction un peu mesurée, qui est jamais vraiment satisfaisant. C'est super mal filmé, c'est super frustrant, ça me pesait sur le cœur, j'avais envie d'en parler. Je pense qu'on pourrait dire la même chose d'ailleurs sur les hymnes nationaux qui sont, je trouve, sur cet Euro filmés de manière absolument catastrophique. On nous montre des personnes sans intérêt, alors que les joueurs, quand ils sont en train de terminer leur hymne national, parfois sont dans une émotion très très forte. Je pense notamment à l'hymne italien, il y a des images assez connues, mais on ne nous les montre pas sur cet Euro. On termine sur des personnes sans intérêt en tribune, des entraîneurs qui chantent pas vraiment l'hymne, le staff technique, et pas sur les joueurs. Ça, c'est un second point. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est au coup de sifflet final. Rendez-nous les plans larges au coup de sifflet final pendant au moins 3, 4, 5 secondes, qu'on voit les joueurs s'écrouler sur la pelouse. Amis réalisateurs, je vous promets qu'on est en capacité de rester concentré encore quelques secondes après le coup de sifflet final et qu'on n'a pas besoin d'une image immédiatement zoomée. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais sur ce match en particulier, vu le suspense, vu la tension des dernières secondes, j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir d'image des joueurs belges célébrant leur victoire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, toujours autant, et peut-être que ça aidera à propager la bonne parole. En tout cas, si vous êtes d'accord avec ce dernier message, si les vidéos vous plaisent, que vous voulez pas rater celle de demain, où on parlera du match de l'équipe de France contre la Suisse, notamment, aussi de Croatie-Espagne, mais on débriefera de la manière la plus exhaustive possible ce match de l'équipe de France. Si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et enfin, j'en ai pas parlé pour l'instant sur cet Euro, mais si ce maillot vous plaît, si les maillots que vous voyez en arrière-plan vous plaisent, ce que je vous plaise ici, il s'agit du maillot de Pavel Nedved. Alors, on le voit pas le flocage, pour des raisons évidentes, mais je vous le promets, floqué numéro 11, très beau maillot de l'équipe de République tchèque. Si ces maillots vous intéressent, je vous mettrai le lien du site que j'utilise, The Football Market, en description. Et voilà, c'est mon partenaire maillot, ils font du bon taf. Je les remercie. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. On se retrouve très très vite pour la prochaine, dès demain 7h. D'ici là, comme d'habitude, bonne journée, bonne soirée, bon match. Allez les Bleus. Et on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Bisous.